Alors, le 19 août 2025, une nouvelle importante est tombée pour tous les passionnés des Beatles, hein. Ah oui, Apple a officialisé la réédition, très attendue du projet Anthology. oui, tout à fait. Une annonce qui promet de ravive pas mal de choses autour de l'héritage du groupe. Carrément. Et c'est peut-être bien de rappeler ce que c'est l'anthologie, parce que c'est pas juste une compile, quoi. Non, c'est clair. C'est vraiment un projet multimédia énorme, lancé au milieu des années 90. Ça couvre la musique, un documentaire, un livre. Mais sa vraie particularité, le truc fondamental, c'est que c'est l'histoire des Beatles racontée par les Beatles eux-mêmes, Oui, c'est ça qui est fort. avec un accès incroyable à leurs archives personnelles, professionnelles. C'est leur version, en fait, vue de l'intérieur. Et donc, pour notre exploration aujourd'hui, on a sous la main les détails de cette réédition 2025, le nouveau d'audio, le docu restauré, le livre anniversaire, mais on a aussi des documents assez fascinants qui nous permettent de revenir un peu sur la genèse, la fabrication assez complexe d'ailleurs, et puis l'impact qu'a eu le projet Anthologie originale, celui de 95-96. C'est ça. L'objectif, c'est double, en quelque sorte. Plonger dans les détails de ce qui arrive là, en 2025, bien sûr, mais surtout, euh, essayer de comprendre pourquoi l'initiative de départ, à l'époque, ça a été un tel tournant. Ça a vraiment redéfini la manière dont un groupe légendaire pouvait reprendre la main sur sa propre histoire, quoi. Sur son récit. C'est cette idée-là qu'on va suivre alors, la reprise en main de leur légende. Exactement. Bon, commençons par cette réédition 2025. Elle s'annonce assez riche, hein. Trois grands axes, si j'ai bien compris. Et le premier, évidemment, pour les Beatles, c'est la musique. Oui, le cœur du réacteur, on peut dire. Alors, côté audio, ça s'articule autour de 4 volumes au total. Chacun sera dispo en format double CD ou, pour les amoureux du vinyle, en triple LP. D'accord. La grosse nouveauté, c'est clair, c'est l'arrivée d'un quatrième volume, Anthologie 4. Ah, le fameux Anthologie 4. Voilà. Dedans, on trouvera évidemment le titre Now and Then, celui qui a été finalisé grâce aux nouvelles technologies là. Oui, la fameuse technologie mâle. C'est ça. Mais pas seulement, hein. Il y aura aussi des nouveaux mixages, version 2025, de Free as a Bird et Real Love, les deux titres créés pour le projet de 95. Et puis, ce qui est, je pense, particulièrement excitant pour les connaisseurs, ce sont des prises alternatives ou des versions instrumentales et inédites. Ah ouais, hein. Comme quoi, par exemple? Eh bien, on parle d'une troisième version de While My Guitar Gently Weeps, la prise 27 apparemment. Une version instrumentale de Something avec juste les cordes, la prise 39. Ça doit être assez saisissant. Ah ouais, juste les cordes. Ou encore une prise instrumentale de Hey Bulldog. En fait, ces versions, elles donnent un éclairage vraiment unique sur les arrangements, sur le travail en studio, quoi. Ça permet de décortiquer un peu. Et je suppose que les volumes 1, 2 et 3 originaux, ils sont bien là aussi. Ah oui, bien sûr, absolument. C'est la colonne vertébrale du projet. Ces 3 volumes, ils retracent tout le parcours, hein. Ça part des enregistrements quasi amateurs de 1958, les débuts à Hambourg, l'audition chez Decca, la fameuse audition ratée, Oui. jusqu'aux toutes dernières sessions d'Abbey Road. Et dedans, c'est une mine d'or, hein. Des démos, des prises alternatives, parfois vraiment surprenantes, des enregistrements live qui capturent leur énergie brute de l'époque, et même des petits bouts de conversation en studio, des échanges entre eux. C'est une immersion totale dans leur processus créatif. On les entend vraiment évoluer, chercher, trouver, c'est fascinant. Oui, on passe des balbutiements aux expérimentations les plus folles. Ok, donc ça c'est pour l'audio. Après la musique, il y a l'image. Le retour très attendu de la série documentaire Anthology, annoncé pour le 26 novembre, c'est ça? Exactement. Et là aussi, c'est un retour en grande pompe. La série a été entièrement restaurée et remasterisée en haute définition. Et c'est l'équipe de Peter Jackson qui s'en est chargée, chez Park Road Post, les mêmes qui ont fait le boulot incroyable sur Get Back. Ah oui, donc on peut s'attendre à une qualité visuelle assez exceptionnelle. On peut l'espérer, oui. Le docu en lui-même, bon, il retrace le parcours légendaire des Fab Four, hein, de Liverpool au sommet de la Beatlemania, et la suite. Mais la vraie pépite de cette réédition du documentaire, c'est qu'il y aura un épisode entièrement nouveau. Ah bon? Carrément. Ouais. Oui, avec des images apparemment jamais vues, qui montrent Paul, George et Ringo en 95-96, en train de bosser ensemble sur le projet Anthologie lui-même. Ah, c'est une mise en abîme en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Une perspective très méta, très interne sur la façon dont ils ont
collectivement revisité et construit le récit de leur propre histoire pour ce projet-là. C'est assez unique comme approche. Ça promet d'être passionnant, effectivement, de les voir eux-mêmes construire leur propre mythe. Et le troisième pilier, on l'a dit, c'est le livre. Le fameux gros livre Anthology. Il revient aussi, le 14 octobre. Oui, le compagnon indispensable de tout le projet. C'est l'édition du 25e anniversaire de ce livre qui avait été un best-seller mondial à sa sortie. On parle d'un beau bébé, 368 pages, plus de 1300 photos, des documents rares, des souvenirs perso. Énorme. Mais le plus important, c'est pas tant la quantité, c'est vraiment la source. Mhm. Ce sont les mots de John, Paul, George et Ringo, directement. Ils partagent leurs souvenirs, leurs anecdotes, leurs réflexions, de manière très intime, souvent drôle aussi. C'est leur vision de leur parcours. C'est vraiment eux qui parlent. Exactement. Magnifiquement mis en page, bien sûr, mais on sent leur complicité, parfois leurs doutes, leurs blagues, et parfois aussi en filigrane les tensions. C'est la pièce qui complète le puzzle, quoi, qui donne vraiment la parole aux principaux intéressés. Bon, cette nouvelle sortie 2025, elle est impressionnante, c'est clair, mais pour bien comprendre pourquoi c'est si important, il faut peut-être qu'on fasse un petit flashback en 1995. Pourquoi est-ce que l'Anthology original, à l'époque, ça avait fait l'effet d'une bombe? Il faut se rappeler l'ambiance, hein. Ah oui. Free as a Bird, cette nouvelle chanson des Beatles qui passait en boucle partout. La série docu en prime time, un événement télévisuel. L'album Anthology 1 qui s'arrachait littéralement dans les magasins. C'était beaucoup plus que de la nostalgie, non, hein? Ah oui, largement. C'était une véritable opération mémorielle d'une ampleur inédite. Et le point crucial, c'est que c'était orchestré par les Beatles survivants, Paul, George et Ringo. C'était vraiment le premier acte majeur de cette reprise en main de leur propre légende dont on parlait. D'accord. Et les objectifs derrière tout ça, ils étaient multiples et assez stratégiques en fait. D'abord, pour Apple Corps, leur société, c'était crucial de fixer une version officielle de leur histoire, après des décennies de biographies plus ou moins fiables, d'analyses externes. Ils voulaient donner leur version des faits. Maille, là où dormaient tous les enregistrements, et de partager avec le public une partie de ces trésors inédits, qui circulaient sous le manteau en bootleg depuis des années. Ah oui, le fameux marché parallèle des pirates. Voilà, on y vient. Le troisième point, c'était ça, reprendre le contrôle face à ce marché des bootlegs qui était devenu énorme, très florissant. Faut se souvenir qu'à la fin des années 80, il y a eu des séries de bootlegs comme Ultra Rare Tracks qui sont sorties, Oui, je me souviens de ça. avec des inédits dans une qualité sonore étonnamment bonne pour l'époque. Ça a été un électrochoc pour Apple. Ils se sont dit, attention, on est en train de se faire doubler. C'est un peu ça. C'était le signal qu'ils devaient proposer leur propre version officielle, de meilleure qualité, avec leur caution, sinon leur histoire, leur musique allait leur échapper et être exploitée par d'autres. C'était une bataille pour le contrôle, clairement. Et il me semble qu'il y avait déjà eu des tentatives avant pour sortir des archives qui avaient échoué. Ça a dû jouer aussi, non? Tout à fait. Ça a renforcé cette nécessité d'agir. Dès les années 70, il y avait eu un projet de documentaire rétrospectif, The Long and Winding Road, mais ça n'avait jamais abouti. Manque de consensus apparemment. D'accord. Et puis plus tard, au milieu des années 80, il y a eu cette histoire de l'album Sessions, compilé par Geoff Emerick, l'ingénieur du son historique. Ah oui. Mais Paul, George, Ringo et Yoko Ono pour John s'y sont opposés. Ils trouvaient que la sélection, le traitement des morceaux, ça ne collait pas à leur vision artistique. Ils ont mis leur veto. Oui, et l'échec de Sessions, ça a été déterminant. Ça a montré que rien d'important concernant les archives ne pourrait sortir sans l'implication et l'accord direct des Beatles eux-mêmes. Donc l'anthologie est vraiment née de cette prise de conscience. Il fallait qu'Apple maîtrise son récit et la diffusion de son propre catalogue inédit. Et alors, le truc le plus fou, peut-être, de ce projet Anthologie original, c'est la création de ces nouvelles chansons, Free as a Bird et Real Love. Comment c'est possible? 3 Beatles qui enregistrent avec John Lennon plus de 10 ans après sa mort. C'est une histoire assez incroyable, c'est vrai. En fait, c'est Neil Aspinall, l'ancien road manager, devenu le patron très loyal et efficace d'Apple Corps, qui a relancé l'idée de ce projet global au début des années 90, sous le nom The Beatles Anthology. Au départ, George Martin, le producteur historique, était pressenti pour superviser toute la partie musicale, y compris l'idée de créer une nouvelle chanson. Logique. Oui, mais à cause de problèmes d'audition, Martin a dû décliner la production de ce nouveau titre spécifiquement. Et c'est là que George Harrison a eu l'idée de suggérer Jeff Lynne,
le leader d'Hello? Exactement. Dont le son était souvent comparé aux Beatles période psyché. Mais surtout, Lynn avait produit l'album solo de George, Cloud9, et ils avaient fait partie ensemble des Traveling Wilburys. Ah oui, avec Dylan, Petty, Orbison. Voilà. Donc c'était un choix logique, un collaborateur proche, respecté, pas un inconnu qui débarquait. Et la matière première, la voix de John, elle vient d'où? De Yoko Ono? Précisément, Yoko Ono a accepté de confier à Paul, George et Ringo des cassettes démo, enregistrées par John chez lui au Dakota. Pour Free as a Bird, c'est une démo assez brute de 1977. Pour Real Love, une autre démo de la fin des années 70, un peu plus aboutie peut-être. Et le défi technique, ça devait être quelque chose, non? Sur des vieilles cassettes. Ah oui, colossal pour l'époque. C'était des cassettes mono standard. La voix de John et son piano étaient mixées ensemble sur la même piste. Impossible de les séparer proprement avec la technologie de 94. Alors comment ils ont fait? L'approche de Jeff Lynne, en accord avec les trois Beatles, a été très pragmatique et respectueuse. Plutôt que d'essayer à tout prix d'isoler la voix, ce qui aurait sans doute dégradé le son, ils ont décidé de travailler avec la démo telle qu'elle, d'intégrer le piano de John dans l'arrangement final et de construire toute la chanson autour. On imagine le casse-tête pour les ingénieurs du son. Oui, intégrer ce son un peu lo-fi dans une production moderne. Mais au-delà de la technique, on sent qu'il y avait une dimension presque éthique, non? Ne pas trahir John. Absolument, c'était primordial. Ringo Starr l'a très bien résumé avec cette phrase célèbre: on a fait comme si John était juste sorti prendre une tasse de thé et qui nous avait laissé la bande pour qu'on travaille dessus. Jolie formule. Ce qu'ils auraient pu jouer s'il avait été là. Et donc ils se sont retrouvés tous les trois en studio. Paul, George, Ringo. Oui, une première depuis des années pour enregistrer leur partie. La basse de Paul, les guitares, les solos de slide de George sur Free as a Bird est particulièrement poignant, la batterie de Ringo et bien sûr les harmonies vocales. Ça devait être chargé en émotions, ces sessions. Oh là oui, réunir les trois survivants autour de la voix de John, l'émotion devait être incroyable en studio. Paul McCartney l'a dit lui-même que c'était une expérience très forte presque. Troublante, il a dit un truc du genre c'était un peu flippant mais aussi exaltant. À un moment, je me suis dit putain, je chante une harmonie avec John. C'était palpable quoi, cette réunion virtuelle. Incroyable. Revenons aux albums eux-mêmes, les anthologies 1, 2 et 3 sorties entre 95 et 96. Ils n'alignaient pas juste des raretés, il y avait une vraie structure narrative, chronologique, non? Oui, tout à fait. C'était très pensé. Chaque volume couvrait une période précise, avec une intention narrative claire. Anthologie 1, c'était 1958-1964. La genèse du groupe. On plongeait dans l'énergie brute des débuts à Hambourg, les enregistrements des Quarrymen, l'audition d'Eka, les premières sessions EMI avec George Martin, les passages à la BBC. On découvrait des inédits aussi. Oui. Des perles comme leur version de Leave My Kitten Alone ou la toute première version de Love Me Do avec Pete Best à la batterie. C'était vraiment l'image d'un atelier en construction. On sentait l'énergie, l'ambition qui montait. Et ensuite, Anthologie 2, 1965-1967. Là, on change de dimension. C'est l'explosion créative. Exactement. De Help jusqu'à Sgt. Pepper et Magical Mystery Tour. Ce volume, c'est celui de l'expérimentation totale en studio. Il repousse toutes les limites. Et il regorge de pépites qui illustrent ça. Par exemple, cette version complètement folle de And Your Bird Can Sing, où John et Paul partent dans un fou rire incontrôlable. Ah oui, je m'en souviens de celle-là. Ou alors les différentes étapes de la création de Strawberry Fields Forever. C'est fascinant d'entendre John chercher le bon ton, le bon tempo pour arriver au chef-d'œuvre qu'on connaît. Il y avait aussi cet instrumental bluesy, totalement inédit, 12 bar original. Ce volume y montre vraiment comment le studio est devenu leur laboratoire principal. Et pour finir, Anthologie 3, 1968-1970. La dernière période, souvent décrite comme plus complexe, avec des tensions. Oui, une période paradoxale. Des tensions internes t'y montent, c'est vrai, mais en même temps une créativité encore bouillonnante, avec des éclairs de génie individuels et collectifs. Ce volume s'ouvre magnifiquement sur les démos acoustiques enregistrées chez George à Esher en mai 68, juste avant l'album blanc. Des versions super dépouillées, très intimes, de futures chansons comme Junk, Piggies, Happiness is a Warm Gun. Précieux, ça. Très. Puis on a les sessions de Get Back, Let It Be, plus tumultueuses,
On sent à la fois des moments de grâce musicale et une certaine fatigue dans les échanges parfois. Et enfin, les prises alternatives d'Abbey Road. La version a cappella de Because, par exemple, c'est sublime. Ça montre leur maîtrise vocale absolue. Et ce volume met aussi bien en lumière l'émergence de George Harrison comme compositeur majeur, en incluant sa chanson Not Guilty, par exemple, enregistrée pour l'album blanc mais mise de côté à l'époque. Il prend enfin sa place? Voilà. Ontologie 3, ça raconte cette histoire complexe, créée encore et toujours, mais au milieu d'une désunion qui s'installe progressivement. Et l'impact global de tout ça, de l'anthologie, ça a été énorme, bien au-delà des fans. Commercialement, Anthologie 1 a démarré direct numéro 1 aux USA. Un exploit pour un double album d'archives, vendu assez cher en plus. Et Free as a Bird a cartonné. Oui, la chanson et le clip ont eu des Grammy Awards. Et critiquement, le projet a été très majoritairement salué, pour la richesse des documents, la qualité du son, la perspective unique que ça offrait. Mais il y a quand même eu une petite polémique avec le deuxième single, Real Love, en 96. Oui, une petite controverse. Certaines grosses radios anglaises, comme BBC Radio 1, ont refusé de passer Real Love. Ils jugeaient le titre pas assez pertinent ou dans l'air du temps pour leur public jeune. Un peu fort quand même, pour les Beatles. Oui. Paul McCartney avait réagi, un peu agacé, mais avec humour aussi, en disant que les Beatles n'avaient rien à prouver niveau pertinence et que leur influence était partout, chez Oasis par exemple à l'époque. Mais cette polémique, elle soulignait une question intéressante. Est-ce que le but de l'anthologie, c'était de rivaliser avec la musique du moment ou d'éclairer le passé ? Et la réponse était claire. Oui, clairement et brillamment, l'anthologie a choisi la deuxième option, se positionner comme un document historique, artistique, pas comme un produit pop de 1996. Et au-delà du succès immédiat, quel héritage plus profond ce projet a laissé? Dans le paysage musical, je veux dire. Ah, c'est là que c'est vraiment fascinant. L'anthologie a carrément établi un nouveau standard pour la façon de traiter et de publier les archives musicales. Avant ça, on avait surtout des best-of, quelques phases B, des compiles de rareté un peu fourre-tout. Oui, pas très structuré. Voilà. L'anthologie, avec son ampleur, sa structure narrative, a popularisé l'idée de montrer le processus créatif. Les différentes étapes d'une chanson, les essais, les erreurs, les versions alternatives. Ça a créé une nouvelle attente chez les fans. Pas juste écouter le produit fini, mais comprendre comment ça se passait en studio. Ça a ouvert la voie aux coffrets de luxe qu'on voit partout maintenant, en fait. Exactement. C'est cet héritage qui a directement mené au coffret Super Deluxe d'aujourd'hui, où on explore en détail la genèse d'un album. L'anthologie a aussi aidé à réévaluer l'importance de George Harrison dans le groupe. Et puis, le choix éditorial de ne pas tout sortir, mais de sélectionner pour construire un récit cohérent. C'était fort. Renforcé par l'imagerie des pochettes de Klaus Voormann, ses superpositions d'époque. Très réussi, oui. Et d'une certaine manière, l'anthologie a même anticipé l'avenir, en montrant cette volonté de travailler sur des archives complexes. George Harrison avait eu cette phrase assez prémonitoire en parlant des démos de John. « Ça sonnera comme eux si ce sont eux. Ça sonne comme eux maintenant. » C'est une idée qui résonne fort aujourd'hui. Qui a été crucial pour pouvoir finaliser Now and Then. Donc au bout du compte, l'anthologie, qu'est-ce que ça représente? Fondamentalement, c'était les Beatles qui prenaient la parole pour raconter leur histoire à leur façon. Le documentaire, c'est l'exemple parfait. Pas de narrateur extérieur, juste leur voix, leurs souvenirs, leurs regards échangés. C'est ça. On retrouve la dynamique du groupe, malgré tout ce qui s'était passé. Mais aussi leur curiosité, leur humour si british, et une certaine pudeur aussi parfois. Les citations de l'époque sont assez parlantes d'ailleurs. Ringo qui dit sur les sessions virtuelles avec John, « C'était très émouvant. Il n'était pas là, mais il était là. » C'est beau. Paul qui insistait, il fallait avant tout que ça sonne Beatles. L'authenticité avant tout. Et George, avec son humour pinçant sans rire, j'espère que quelqu'un fera la même chose avec toutes mes démos pourries quand je serai mort pour en faire des tubes. Typique de George. Donc oui, en résumé, cette réédition 2025, c'est pas juste une mise à jour ou quelques bonus en plus. C'est la remise en lumière et même l'amplification d'un projet absolument fondateur. Dans l'histoire des Beatles, mais aussi dans la gestion du patrimoine musical en général. C'était le moment clé où le groupe a repris magistralement le contrôle de sa propre légende, en mêlant trésors d'archives et touches d'innovation, comme avec ses chansons nouvelles. C'est un monument raconté par eux. Et pour finir, une petite anecdote intéressante qu'on a trouvée dans nos sources. George Harrison lui-même,
malgré son implication, aurait eu en privé quelques réticences sur certains aspects du documentaire Anthologie pendant sa création, allant jusqu'à qualifier certaines scènes de « conneries bollocks » en anglais. Ah oui, intéressant. Oui, et ça nous laisse avec une question, peut-être pour la route, même quand une histoire est racontée par les protagonistes, comme ici, dans un projet aussi énorme, quelle part de complexité, de non-dits, de visions différentes ou juste d'aspects moins reluisants, subsiste forcément derrière la version autorisée. Finalement, qu'est-ce qu'un autoportrait, même aussi riche que l'anthologie, choisit toujours, consciemment ou non, de laisser dans l'ombre?